La manipulation mentale. Tout le monde en a entendu parler, mais peu savent ce que c'est ni comment elle nous affecte. Laisse-moi t'expliquer. La manipulation mentale, c'est quand quelqu'un perturbe ta perception de la réalité. Ça ne paraît pas toujours dramatique. Parfois, c'est silencieux, subtil, comme si quelqu'un réécrivait doucement l'histoire, encore et encore, jusqu'à ce que tu commences à te demander si c'est toi le problème. Tu te souviens clairement de quelque chose et ils te disent que ça n'a jamais eu lieu. Tu essaies d'expliquer ce que tu as ressenti et ils te disent que tu es trop sensible pour te faire douter de ce qui est réel. Et avec le temps, tu commences à les croire plus qu'à te croire toi-même. C'est ce qui rend la manipulation mentale si puissante. Ça n'arrive pas d'un coup. C'est lent, un petit moment à la fois. Une conversation, un regard, un déni. Et peu à peu, tu commences à tout remettre en question. Ta mémoire, tes émotions, ton instinct. Ça apparaît dans toutes sortes de relations, amoureuses, familiales, même au travail. Et ça suit toujours le même schéma. Parce que s'ils peuvent te faire douter de ta version de la réalité, il devient plus facile de te contrôler. Alors que faire? Tu te recentres, tu commences à noter les choses. Tu fais confiance à ce que tu as ressenti, même si quelqu'un essaie de te faire voir les choses autrement. Tu n'as pas besoin de permission pour croire en ta propre expérience. Plus tu vois clairement ce qui se passe, plus il est difficile pour quiconque de le déformer. Et une fois que tu arrêtes de te justifier auprès de quelqu'un qui fait semblant de ne pas comprendre, c'est là que tu reprends ton pouvoir. Le bombardement affectif. Cette technique est moins connue, mais tout aussi répandue. Le bombardement affectif est merveilleux à vivre. Et c'est exactement le problème. Tout commence par de l'intensité, pas de l'affection, pas de la tendresse, de l'intensité. Tu deviens soudainement le centre du monde de quelqu'un. Il est obsédé par toi. Il dit que tu es parfaite. Il parle de pour toujours dès le deuxième rendez-vous. Des messages constants, des appels tard le soir, des compliments excessifs, des attentions soudaines. Et tout va si vite que tu as à peine le temps de respirer. Ça ne ressemble pas à apprendre à connaître quelqu'un, ça ressemble à se laisser emporter. Et sur le moment, c'est difficile d'y voir quelque chose de mal, parce que qui ne voudrait pas être adoré? Mais c'est justement ça le problème. Le bombardement affectif ne parle pas de toi. Il s'agit de créer un sentiment dont il sera difficile de se détacher plus tard. Parce qu'une fois que tu es accro à cette euphorie, il change, il se retire, ils deviennent froids. Tu commences à te demander ce que tu as fait pour que ça s'arrête. Tu te blâmes pour ce changement et tu essayes de te reconquérir cette version d'eux qui n'a en réalité jamais existé. Celle qui disait tout ce qu'il fallait, qui savait exactement ce dont tu avais besoin. Cette version-là, c'était la pas. C'est ainsi que le contrôle émotionnel se déguise en romance. Ça arrive dans les relations toxiques, les dynamiques narcissiques, même les liens traumatiques. Les bombardements affectifs n'ont rien à voir avec l'amour. C'est du contrôle déguisé en intensité, enveloppé de flatterie. Alors comment te protéger? Tu ralentis. Tu observes leur comportement, pas leurs promesses. Une vraie connexion prend du temps, de l'espace et de l'honnêteté. Elle se construit doucement, sans précipitation. Si quelqu'un essaie de bâtir quelque chose de sérieux avant même que la confiance ait eu le temps de se former, ce n'est pas de l'amour. La culpabilisation. La culpabilisation est l'une des façons les plus courantes et les plus sournoises de vouloir te contrôler. Et le truc, c'est qu'elle ne ressemble généralement pas à de la manipulation. C'est plutôt un soupir, une pause, un petit bon après tout ce que j'ai fait pour toi. Ils ne le disent pas franchement, mais soudain, tu as l'impression de les avoir déçus, que tu aurais dû mieux savoir, que dire non fait de toi quelqu'un d'égoïste, de froid ou d'ingrat. C'est comme ça que fonctionne la culpabilisation. C'est une question de te faire sentir comme si tu avais échoué d'une façon invisible, même si tu posais juste une limite, même si tu faisais ce qui était juste pour toi. Ça transforme la bienveillance en monnaie d'échange, et ta gentillesse devient une dette que tu essayes toujours de rembourser. Le pire, c'est que ça fonctionne. Surtout si tu es empathique. Tu ressens la tension, le silence, la déception. Et avant même de t'en rendre compte, tu t'excuses pour quelque chose que tu n'as même pas fait, ou tu acceptes quelque chose que tu n'as jamais voulu. Ça apparaît partout aussi, dans les familles, les relations, les cercles d'amis, et ça a toujours le même objectif. Si je ne peux pas te faire dire oui, je vais te faire sentir mal pour avoir dit non. Alors comment y faire face? Tu marques une pause, tu prends du recul par rapport à la culpabilité et tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal ou est-ce qu'on me fait juste ressentir comme si c'était le cas?
La vraie culpabilité vient de tes propres valeurs. La culpabilité manipulée, elle, c'est la tactique de contrôle de quelqu'un d'autre. Tu as le droit de maintenir ta limite, même si quelqu'un essaie de t'en punir. La triangulation. La triangulation, c'est ce qui se passe quand quelqu'un implique une troisième personne dans un conflit au lieu de te parler directement, créant une sorte de triangle social. Ça ressemble à une conversation en coulisses à laquelle tu n'as jamais été invité. Soudain, tu entends des choses comme « De toute façon, Mila est d'accord avec moi » ou « Tout le monde pense que tu exagères ». Ce n'est pas de la communication, c'est de la stratégie. La triangulation crée une dynamique où tu ne fais pas face à une seule personne. Tu te retrouves maintenant contre toute une équipe invisible. Et parce que tu es en minorité, ta voix commence à sembler plus petite. Et tu te demandes si c'est toi qui es difficile, dramatique ou dans l'erreur. Et c'est tout l'intérêt. Quand quelqu'un triangule, il n'essaie pas de résoudre le problème. Il essaye de le gagner en construisant des alliances, en déplaçant le focus, en faisant semblant que tu es le dénominateur commun. Cette tactique apparaît beaucoup dans les systèmes familiaux toxiques. Comme quand un parent se plaint d'un enfant à un autre, au lieu d'avoir une conversation directe. Elle apparaît aussi dans les relations amoureuses, surtout quand un partenaire essaye d'impliquer un ami, un ex, voire un thérapeute pour valider son point de vue. Soudain, tu ne te contentes plus d'être en désaccord avec lui. Tu te défends contre tout un récit et c'est épuisant parce que tu ne fais plus face aux vrais problèmes. Tu es maintenant entraîné dans le scénario de quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre qui tient le stylo. Alors comment l'arrêter? Tu démontes le triangle. Tu dis, si tu as un problème avec moi, parle-moi. Pas de moi. Reste direct. Reste simple. Tu n'as pas à te défendre auprès d'une tierce personne à qui tu n'as jamais parlé. C'est toi qui donnes le ton de ta propre conversation. Et si quelqu'un refuse de te rejoindre là-dessus, tu as le droit de sortir complètement du triangle. Le chevalier blanc. Le chevalier blanc ressemble à un héros en apparence. Il arrive avec des réponses concernées et avec des solutions que tu n'as pas demandées. Au début, on a l'impression qu'il t'aide, que quelqu'un comprend enfin ce que tu traverses. Mais ce n'est que la mise en place. Parce que dans les dynamiques toxiques, le chevalier blanc ne se contente pas d'aider face au problème. Il crée lui-même le problème, juste pour pouvoir être celui qui le règle. Il attise les conflits dans l'ombre. Il grignote ta confiance. Puis il te réconforte quand tu commences à t'effondrer. Il te dira que quelqu'un se retourne contre toi, puis proposera de te protéger des conséquences. Il allume le feu, puis l'éteint lui-même. Pourquoi? Parce qu'être le sauveur lui donne du pouvoir. Et si tu n'avais pas besoin d'être sauvé, il n'aurait plus aucun rôle à jouer. Tu ne le vois pas toujours venir parce que c'est enveloppé dans la bienveillance et la sollicitude. Mais leur soutien a un prix. Il ne s'agit pas de te rendre plus fort. Il s'agit de te garder suffisamment brisé pour rester pertinent à tes yeux. Et si tu commences à évoluer, à poser des limites ou à régler tes propres problèmes, il pourrait se retirer, devenir froid ou renverser complètement la situation pour te faire sentir ingrat de tout ce qu'il a fait. Alors comment y faire face? Demande-toi, est-ce qu'il intervient quand les choses se dégradent ou est-ce qu'il pousse discrètement les choses à se dégrader juste pour pouvoir intervenir? Un vrai soutien t'aide à t'élever. Un chevalier blanc a besoin que tu sois à genoux. Alors accepte l'aide, si elle est sincère. Mais ne sacrifie pas ta dignité dans le processus. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu as juste besoin d'espace pour te tenir debout par toi-même. Le silence punitif. Le silence peut être apaisant. Il peut être calme, respectueux, nécessaire. Mais le silence punitif, c'est tout autre chose. C'est une punition. C'est ce qui se passe quand quelqu'un utilise l'absence pour te contrôler. Il ne crie pas, il n'explique pas. Il devient juste silencieux, froid, distant, injoignable. Et il reste ainsi jusqu'à ce que tu cèdes. Le silence punitif ne parle pas d'espace, il parle de pouvoir. Tu vas te retrouver à repasser en boucle tout ce que tu as dit, à te demander ce que tu as fait de mal. Tu vas ressentir la pression de tout arranger, même si tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Et cette incertitude, c'est ce qui le fait fonctionner. Parce que quand quelqu'un refuse de communiquer, tu te retrouves à deviner. Et finalement, tu arrêtes de te concentrer sur tes propres besoins et tu te concentres entièrement sur la façon de le faire s'engager à nouveau. Tu t'excuses pour mettre fin au silence. Tu plies, tu t'adoucis, tu marches sur des œufs. Pas parce que c'est ta faute, mais parce que le calme est insupportable. Et pour la personne qui l'utilise, le silence devient un outil. Il dit, c'est moi qui contrôle quand cette relation se sent en sécurité. C'est moi qui contrôle quand tu te sens vu. Et si je me retire, tu vas me courir après. Ça peut apparaître dans les relations amoureuses, avec des amis, même au travail. Partout où quelqu'un veut gagner sans avoir de conversation. Alors comment y faire face?
Tu arrêtes de courir après le bruit. Tu nommes ce qui se passe. Tu dis, si tu es contrarié, je suis prêt à en parler, mais je ne me laisserai pas punir par ton silence. Et ensuite, tu tiens ta position, parce que la communication est une voie à double sens. Et si quelqu'un refuse de parler à moins d'être approuvé, il ne cherche pas de connexion, il cherche du contrôle.